Et si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu ferais? Tu fais quoi dans la vie? C'est la question qu'on pose à quelqu'un que tu viens de rencontrer de manière générale, non? Au bout d'un moment, c'est toujours le sujet qui va se présenter un peu genre small talk. Mais en Espagne, peut-être en Amérique latine, mais en tout cas en Espagne, la question qui se pose plus, c'est «¿A qué te dedicas?» Et «A qué te dedicas?» Moi, ça m'a pété le cerveau parce que ouais, en fait, c'est clairement ça qu'on veut en 2025. C'est pas seulement, tu fais quoi dans la vie au sens professionnel, mais c'est plutôt à quoi tu consacres ton temps, ton énergie, ton engagement. ¿A qué te dedicas? Dans la linguistique, dedicarse, ça implique en fait qu'il y a un engagement, un choix de vie. Ça implique quelque chose plus qui vient du cœur et pas seulement du revenu en fait. On peut le traduire par se dédier à quelque chose, par le service ou ce sentiment de devoir personnel, se consacrer. Tu vois, l'idée d'être destiné à, et donc ça renvoie à la notion de vocation, de l'amour de l'humain et de l'amour du travail, mais quelque chose qui naît de ton essence, de ton cœur, qui est fait avec générosité, abondance, sans forcément de regard sur le profit acquéri, le revenu acquéri, tu vois. Il y a cette notion d'offrir quelque chose à quelqu'un. C'est comme une offrande, c'est vraiment quelque chose qui vient de toi, genre à quoi tu te dédies, avec quoi tu aimes passer ton temps, quel type d'activité, au-delà du taf en fait. Et je trouve que c'est hyper beau en fait, cette manière d'être intéressé par la personne au-delà du travail et donc au-delà du statut social, même si c'est pas forcément une question que l'on pose pour pouvoir établir, identifier le statut social de quelqu'un, bien évidemment. Mais la manière de générer, de présenter la question est très intéressante en fait. Ça montre qu'on est vraiment intéressé par qui est cette personne. Genre, qui es-tu au-delà de ton taf de cadre, tu vois? Enfin, genre, quelles sont tes passions, tu vois? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Qu'est-ce qui anime ton âme? C'est le premier épisode de ce podcast, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qui anime ton âme? À quoi tu te dédies? À quoi tu consacres ton énergie durant ton temps libre, en fait? Quelle est ton ambition, ton inspiration? Donc cette formulation en espagnol, ¿a qué te dedicas? Est bien plus riche que son équivalent en français, tu vois. Ça me plaît cette idée parce que moi, dans mon parcours professionnel, effectivement, il y a des jobs pour lesquels j'ai été plutôt fière, et il y en a d'autres sur lesquels, bah, d'un point de vue social, c'est un peu random, ça n'a rien à voir avec qui je suis, et donc j'avais du mal à répondre à cette question en français, hein, ou même en espagnol. Il y a d'autres manières de demander comment tu taffes, tu vois. Mais ça inclut ces deux pôles, tu vois. Ça inclut le loisir, la passion et le professionnel, tu vois. On s'attend à deux types de réponses ou les deux combinés. Mais moi, quand on me posait cette question, j'avais envie, tu vois, d'inclure mes intérêts personnels, tu vois, parce que je suis quelqu'un au-delà de ce que je fais maintenant dans cette vie pour gagner mon pain, tu vois. Et quand j'étais présentée à cette question, à qui t'es dédicace, j'étais là, bah ouais, en fait, merci, tu vois, genre, merci. De toute façon, je t'aurais répondu le taf que je fais, enfin, ça aurait été plat, ça aurait été redondant, puisque je suis pas passionnée, j'aurais pas pu t'en parler plus que ça. Donc si la conversation, elle s'arrête à, tu dis ton métier, l'autre dit le sien, et point, bah, si les deux, ils aiment pas leur taf et qu'ils aiment pas en parler, tu vois, enfin, et qu'ils incluent pas d'autres notions de qu'est-ce que tu fais d'autre au-delà du taf que tu fais, cette idée de faire, tu vois, bah l'échange aurait pas été aussi riche que l'apport d'autres informations, tu vois. Et je suis tombée sur un site vachement intéressant qui parle des 7 modèles culturels, en fait, établis par un certain monsieur dont je ne pourrais redire ni retrouver le prénom actuellement, qui parle des dimensions culturelles dans, par exemple, une entreprise où il y a plusieurs cultures qui travaillent au sein d'un même bureau, par exemple. Il faut bien, au niveau RH, donc ressources humaines, il faut bien genre qu'il y ait un management beaucoup plus attentionné. Et donc du coup, enfin bref, je me suis un petit peu perdue dans ces modèles-là. Et il parle en fait de plusieurs dimensions, il y en a 7, qui caractérisent des cultures sur une échelle, tu vois. Et en fait, il y a une map interactive du monde, et en fait, tu peux voir les pourcentages de chaque pays en fonction de ces dimensions. C'est pas du tout l'objet de ce podcast, mais c'est vachement intéressant,
Si tu rien compris là, genre c'est vraiment intéressant, si tu bien un peu, étudier les cultures et tout, de mettre un petit peu des mots sur, certaines expériences que t'as pu avoir à l'étranger. En tout cas, moi, celle que j'ai voulu, comparer du coup, c'était de la France vs l'Espagne, qui précise un petit peu plus le contexte sociologique, tu vois, de ces 2 pays-là, face du coup à cette question à laquelle tu dédicace, qui est plutôt vocation ou statut. Dans cette comparaison culturelle, en fait, le truc qui était assez intéressant, c'est que certes, ce sont 2 pays qui se touchent, donc les résultats sont pas énormément différents, mais en fait, si on prend la dimension spécifique vs diffus, donc le degré d'engagement, ça décrit jusqu'à où les relations personnelles et professionnelles s'entremêlent et à quel point on s'implique globalement dans un échange ou une interaction. Donc les cultures spécifiques, c'est celles qui ont un bas engagement, c'est les différentes sphères de vie, travail, vie personnelle, passion qui sont clairement séparées. Donc les relations, elles sont compartimentées. On donne peu d'accès aux autres dimensions de soi lors des premiers contacts. En France, les relations, elles sont justement beaucoup plus en surface parce qu'ils donnaient un pourcentage de 71% sur cette échelle de dimensions spécifiques vs diffuses, et nous, on est clairement une culture spécifique avec bas engagement à une hauteur de 71%. Et l'Espagne, qui est une culture diffuse, donc avec un haut engagement, le pourcentage est de 18%, hein. Donc de 18 à 71, le pays voisin, t'as vu la différence, tu vois. Et donc ça parle du coup que les sphères, elles se chevauchent beaucoup plus, tu vois. On est beaucoup plus ouvert à partager plusieurs facettes de soi, beaucoup plus vite dans la rencontre avec quelqu'un, tu vois. Les relations professionnelles ou sociales, elles s'accompagnent plus souvent d'éléments personnels, tu vois. C'est plus émotionnel. Mais ça peut être aussi dans des relations avec des personnes, hein, pas que dans le cadre du travail. Un super exemple de cette proximité dans le cadre professionnel en Espagne, j'y ai vécu 3 ans et demi à Barcelone et j'ai bossé dans des boîtes espagnoles. Et là, notamment, c'était Havas Media pour des marques franco-espagnoles. En fait, j'ai été embauchée via caméra, en fait. Genre, ça a été un entretien en ligne. Déjà, c'était 2 nanas hyper alternatives, on va dire. L'une d'entre elles était excentrique, entre guillemets, dans le monde professionnel, parce qu'elle avait les cheveux rouges, etc. Genre, plein de piercings, enfin genre un look très prononcé pour lequel tu t'attends pas forcément, notamment quand c'est une grosse agence de marketing, de publicité, de com, en fait, tout simplement, multinationale. Et j'étais là en mode ok, hyper chill, les nanas genre direct en mode tutoiement, enfin genre c'était hyper j'avais l'impression que c'était mes potes en fait. Et c'était le jour avant que j'embauche, mais il y a moyen que ce soit le jour où j'ai embauché, je sais plus. Justement la meuf qui m'avait embauché, donc c'était pas la CEO du truc, hein, bien évidemment, elle devait avoir 4 ans de plus que moi, mais genre c'était ma chef en soi. Elle a fait une soirée chez elle avec notamment des collègues du taf. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a invitée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée en fait. Genre, genre on a bu, c'était sympa. Donc après ils allaient en boîte, moi j'ai pas suivi, j'ai voulu faire. Déjà j'aime pas, enfin, genre j'avais pas envie, la flemme, genre avec des gens que je connais pas, non. Mais j'ai trouvé ça hyper sympa, hyper marrant, hyper what the fuck, hyper intéressant, et ça m'a permis de effectivement mettre un pied dans l'entreprise avec une expérience peut-être un petit peu plus différente et dans laquelle je me suis sentie un peu plus à l'aise et acceptée, notamment la personne que je suis avec mon look, mes piercings, mon excentricité, enfin bref. Donc voilà, enfin genre à qui était dédicace, tu vois. Et pourquoi je parle de ça en fait? Mais parce que c'est hyper important, genre on en a marre en fait de toujours s'intéresser au statut directement, tu vois. Le statut de base dans la société, ça a une importance. Même si t'es quelqu'un qui peut passer, enfin qui s'en fout de si quelqu'un a eu un diplôme ou etc., etc. Il y a plein dans le langage invisible, dans comment se déroule le monde et notre société particulièrement, si ce sont des critères importants, tu vois. Si on va pouvoir juger quelqu'un par rapport à son niveau d'études, par rapport à son travail, par rapport à, alors oui, bien sûr, il y a des petites expressions. Il n'y a pas de sous-métier, etc. Bien sûr, genre, je dis pas qu'une culture entière pense tous la même chose, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que, de manière générale, on n'est pas assez ouvert à rencontrer l'autre dans sa partie plus émotionnelle. Et on fait partie d'une culture qui est tout de même
plutôt réservé sur, beaucoup d'aspects, notamment dans nos relations. On crée beaucoup d'étiquettes. Sur soi, sur les gens, sur sa valeur, sur sa motivation, si on produit assez ou si on produit pas assez, si ça fait plus de 2 ans que tu touches le chômage, si justement au contraire tu fais que bosser et tu parles que de ça, enfin il y a toujours des étiquettes qu'on se crée et qu'on crée sur les gens, tu vois? Et que les gens se créent pour nous, bah, en fonction de qui on leur montre en fait et de quelles sont leurs interprétations. Bref, tout ça pour dire que l'Espagne, oui, est une culture plus émotive où l'expression individuelle, elle est plus valorisée, en fait. Mais je trouve ça hyper important, en fait, de déjà commencer à poser cette question, tu vois, inclure cette question dans, un échange avec quelqu'un. Et quoi savoir répondre, en fait, quand toi aussi, tu dans le malot parce qu'on te pose une question et que tu pas fier de toi, ou que tu te sens mal, ou que tu peux de toi-même, rebondir et dire: «Bah, je me consacre, à ça, mais je fais aussi ça. Pour l'instant, je travaille dans blablabla, mais mes intérêts personnels, mais ma passion, mais moi je fais des recherches intenses sur tel ou tel sujet», tu vois? C'est pas parce qu'on te pose concrètement une question que t'es obligé de remplir avec le template, ce modèle, de réponse qu'on t'a saisi, tu obligé de le pré-remplir avec la réponse prémâchée, standard, je fais ça, OK, enfin genre c'est flat de ouf en fait. Donc ouais, encourager à aller au-delà du métier, tu vois? Parler de mission personnelle, de projet de vie, d'investissement relationnel, tu vois? Moi, je suis quelqu'un qui fait déjà par rapport à mon podcast, mais au-delà de ça, genre énormément de recherches théoriques sur plein de sujets. Je suis une étudiante de l'astrologie, ça fait plus de 10 ans maintenant, je m'y suis collée depuis le collège, enfin genre et ça n'arrête pas, tu vois? Donc ouais, je suis quelqu'un qui suis beaucoup derrière l'ordinateur, je lis beaucoup, je m'intéresse à plein de choses et c'est dommage de pas le mentionner, tu vois? Clairement, c'est vraiment dommage de pas le mentionner, en fait. Donc apporter une réponse alternative avec un sens plus profond, tu vois? Et toi aussi, être capable de poser ce type de questions. Parce que je trouve ça beau, en fait, et je trouve que ça mérite d'être posé pour faire la rencontre de quelqu'un, tu vois? De faire la rencontre sincère de quelqu'un. Un peu d'humain dans ce monde, une relation, pas virtuelle, pas, superficielle. Voilà, c'est une façon de sonder, à quoi la personne elle dédie son temps, tu vois? Ça peut être un étudiant de la vie, ça peut être, une travailleuse passionnée non rémunérée pour, plein de projets. Mais elle est caissière au Carrefour parce que pendant ce temps, elle doit payer ses factures. Ou que lui, il est plombier, mais à côté de ça, c'est un pianiste, avec 15 ans d'expérience, qui fait même des concerts de jazz, tu vois? Ça peut être plein de choses. Ça peut être vraiment plein de choses. Parce que ouais, il y a plein de gens, je dirais même la majeure partie des gens, ne font pas un travail qui résonne, qui sont en cohérence avec leurs âmes, tu vois? Tu peux juste même poser la question, genre: «Qu'est-ce que tu ferais de ta vie si le dinero si le dinero si l'argent, n'était pas une question?» tu vois? Ah là là, et si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Tu es sûrement quelqu'un qui se dédie à plein de choses pour lesquelles peut-être tu ne vois pas encore la valeur ou le temps, que tu passes, alors que c'est clairement un investissement, en fait. Qu'est-ce que tu ferais si l'argent n'était pas un problème? À quoi tu te dédies? C'est hyper intéressant. On est toujours souvent entouré par ces statuts sociaux qui sont inconscients ou non, mais sur lesquels on va quand même créer une sorte de grille d'évaluation. Hem et d'ailleurs, ça me renvoie un petit peu à l'épisode de podcast, choisir son partenaire ou choisir son image quand le regard des autres pilote ton couple. Cet épisode aussi est super intéressant parce que là, ça traite du sujet clairement avec, ton amoureux, ton amoureuse. Tu es chez une chip, tu plan cul et cetera et cetera. Ça marche aussi dans, le monde de l'intime et on peut avoir effectivement certains jugements alors que, c'est une personne qui nous est chère et proche, mais on a peut-être quelques petites triggers, quelques petites critiques, quelques petits jugements au sein d'une relation très intime. Je crois que c'était tout pour, ce petit podcast, hyper court, très bien. Et puis, on se retrouve prochainement avec un épisode sur le fait d'être cringe. Ça y est,
On a tous peur d'être cringe, voilà. Sur ce, j'espère que vous êtes pas cassé les oreilles avec l'album de Sheldon que mon copain écoute fortement dans la cuisine en train de faire un riz au lait, et ouais, j'ai ce type de boyfriend. Mais voilà, je vous fais de gros bisous.